Bienvenue dans Papa Parle, l'émission des pères qui prennent leur rôle au sérieux sans se prendre au sérieux et des hommes qui cherchent un équilibre entre la vie pro et la vie perso. Aujourd'hui, je suis très content car nous avons un invité qui a fait beaucoup de choses, qui est multipreneur, si je me trompe pas, multidaron aussi. Et j'ai énormément de questions à lui poser. Comme je l'ai dit lors de la pré-interview, c'est totalement égoïste de ma part parce que j'ai envie d'apprendre plein de choses de lui. Nous recevons aujourd'hui Vincent Roux, qui a fondé la société Good, et on va expliquer un petit peu plus ce que c'est. Bonjour Vincent. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas en Loire-Atlantique ou dans le monde, si tu devais te présenter, tu ferais comment ? Entrepreneur depuis le plus jeune âge, récidiviste, on va dire. Dans le numérique d'abord pour commencer. Pur produit de l'école de commerce Audencia à Nantes. Voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants. Voilà, une jeune fille et 2 grands garçons. Et voilà, je suis marié à une femme que j'ai rencontrée à Nantes, et qui est nantaise d'origine aussi. Moi, je suis mayennais d'origine. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Et aujourd'hui, j'officie dans le monde de la santé, et notamment l'accompagnement de la santé des dirigeants et de leurs collaborateurs. C'est ça qui m'a fait tilter quand, lors de mes pérégrinations sur LinkedIn et autres, j'ai croisé justement la création de Good. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette société ? Qu'est-ce qu'elle propose et quel est son objectif ? En fait, aujourd'hui, quand on est... alors, n'importe quelle personne d'ailleurs, ça ne s'adresse pas que nécessairement aux dirigeants. Je pense que le bien le plus précieux qu'on ait pour être heureux, c'est d'abord d'avoir la santé. On s'en rend compte en général d'ailleurs quand on tombe malade ou des choses comme ça. Là, on se rend vraiment compte de l'aspect très très précieux de notre santé. Et en fonction de notre forme, de notre santé, notre condition physique, notre condition mentale, eh bien, on n'est pas la même personne. On ne prend pas les mêmes décisions, on n'a pas la même qualité relationnelle, on n'a pas le même tonus, la même audace, le même optimisme. Et donc, ça s'applique aussi à des dirigeants d'entreprise, à des collaborateurs, à des managers. Eh bien, on n'est pas le même professionnel et on n'a pas la même capacité de décision, les mêmes capacités cognitives et intellectuelles en fonction de sa condition physique et mentale. Donc, pour une entreprise, de la santé des dirigeants et de la santé des managers et de la santé des collaborateurs, en l'occurrence, nous, pour l'instant, on se focalise sur les dirigeants par rapport à l'enjeu que ça représente, eh bien, de leur santé va dépendre la performance globale de leur entreprise. Malheureusement, il est forcé de constater que régulièrement dans les défaillances d'entreprise, il s'agit souvent, on dit 1 sur 2, à une défaillance d'entreprise sur 2, qui serait liée à une défaillance physique ou mentale du dirigeant. L'enjeu est colossal, à plus forte raison dans un contexte de permacrise comme le nôtre, qui met les gens sous forte pression. Tu l'as dit autrement, mais j'aime cette idée que, en fait, une entreprise est capée par le niveau de son dirigeant, et son niveau à tous les niveaux, justement, que ce soit psychologiquement, physiquement, etc. Tu dis que, voilà, dans un cas sur 2, le problème peut venir de ça. Généralement, l'origine de... C'est quoi ? C'est un trop de travail ? C'est un désir de surperformance ? Qu'est-ce qui amène généralement le dirigeant au burn-out ou alors à la blessure ou autre ? C'est extrêmement variable. C'est pour ça que l'approche qu'on a décidé d'avoir, nous, c'est une approche holistique qui réunit à la fois la prévention médicale, l'aspect nutritionnel, l'aspect activité physique, l'aspect psychologique, l'aspect physiologique. Donc, en fait, on a réuni un pool, une équipe. En fait, on entoure le dirigeant comme un athlète de haut niveau. Il n'y a pas un athlète de haut niveau qui n'a pas son staff technique aujourd'hui. Il ne gagne pas une compète s'il n'a pas son kiné, son prépa physique, son prépa mental, etc. Nous, on a considéré que le dirigeant, c'était exactement la même chose. Et donc, je reviens sur l'aspect holistique des choses, parce que c'est multifactoriel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on flanche, qu'on est moins bien, qu'on est plus en forme, parce que c'est quand même un ascenseur émotionnel, l'entreprise. Il y a des choses qui sont liées à nos propres origines, notre propre enfance. Il y a des choses qui sont liées à notre génétique. Il y a des choses qui sont liées à la façon dont on s'alimente. Il y a des choses qui sont liées à notre sommeil, qui est extrêmement important. Enfin, c'est tous ces aspects-là. Et si on ne prend pas tous ces aspects-là ensemble, on passe nécessairement à côté de quelque chose. Donc c'est ça qui peut amener à ça. Et après, évidemment, il y a une excellente étude de Olivier Torres qui travaille pour l'Institut Amarok,
qui est un enseignant-chercheur dans le sud de la France, qui a essayé de différencier ce qu'étaient les facteurs pathogènes et les facteurs salutogènes pour les dirigeants. Et donc, là, il y a évidemment des choses qui sont liées à la pression sociale de l'échec, la trésorerie, des problématiques RH dans l'entreprise. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de facteurs exogènes. Nous, on essaie au maximum de traiter tous les facteurs endogènes du dirigeant pour qu'il soit le mieux armé pour traiter tous ces éléments de pression. C'est cet adage de sois capable d'identifier ce que tu peux changer toi, assez clairvoyant pour voir ce que tu ne peux pas changer, et puis avoir la sagesse voilà, de jongler entre les deux correctement. En fait, ce que je dis à nos adhérents et à potentiellement nos futurs adhérents, c'est vu l'enjeu, vous avez beau penser que vous faites un certain nombre de choses par vous-même, que vous essayez d'avoir une bonne hygiène de vie, vous faites du sport, souvent c'est ce qu'on me rétorque, hein. Ah oui, c'est génial ce que tu fais, bah oui, mais d'ailleurs moi c'est pour ça que je fais du sport, si je faisais pas ça. C'est bien, c'est un élément essentiel de l'équilibre de chacun, mais c'est pas suffisant. Et en fait, ce que je leur dis, vous n'avez pas le droit de ne pas mettre toutes les chances de votre côté pour, vu les responsabilités que vous avez vis-à-vis de votre entreprise, de vos collaborateurs, et évidemment, et ça sera aussi le thème d'aujourd'hui, de nos proches. Enfin, faut, je pense, le visualiser comme un investissement, en fait. Ce serait une erreur stratégique de ne pas mettre toutes les billes de son côté pour être dans la meilleure forme possible. Maintenant, avec ce qu'on sait aujourd'hui, ça n'a plus trop de sens. Premier actif immatériel de l'entreprise. Oui. Je serais banquier aujourd'hui ou investisseur, j'obligerais mes dirigeants à aller chez Good. C'est pas mal, je note. Oui, ça a du sens. Là, c'est mon passé d'ostéopathe là qui parle. Et effectivement, les patients que je reçois ont toujours l'impression de faire un peu ce qu'il faut. Effectivement, un peu de sport, un peu de ci, un peu de ça, mais je pense on ne, on ne se rend pas compte à quel point, comme tu dis, c'est global, holistique. On a besoin, et je pense un aspect souvent sous-estimé, l'aspect psychologique et émotionnel. Et j'ai même beaucoup de patients qui vont me dire, je sais qu'à chaque fois que je suis stressé, je vais avoir mal au dos, je vais tomber malade. Et pour autant, quand je leur demande, bah, est-ce que vous avez déjà travaillé ce sujet-là, psychologique, émotionnel, ça n'a jamais été le cas. Soit par méconnaissance, soit parce que bon, je suis comme ça, voilà, ça peut pas changer, soit parce qu'ils ne savent pas vers qui se diriger. Donc d'avoir des ressources comme Good, ça peut être vraiment intéressant. Pour aller un peu plus précisément dans le sujet, comment ça se passe quand on collabore avec Good? Je suis dirigeant, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie d'avoir ce staff de haut niveau autour de moi. Par quelle étape je vais passer, et est-ce qu'il y a un suivi à long terme? Comment ça se passe? En fait, on commence d'abord par un bilan de santé global. On connaît tous les bilans de santé qui peuvent être faits au niveau médicaux dans des instituts comme le CIEM ou l'hôpital américain de Paris ou des choses comme ça. Là, nous, on a choisi évidemment de passer sur tous les aspects médicaux parce que l'idée, c'est d'écarter un maximum de risques d'émergence de maladies. Parce que ça aussi, c'est une charge mentale et une angoisse qu'on peut avoir et dont on a rarement le temps de s'occuper. Donc évidemment, l'aspect médical est important. Donc on fait le même type de bilan que dans ces institutions-là. Et on ajoute là-dessus un suivi bilanciel de l'aspect nutrition, un suivi de l'activité de la personne et de son sommeil avec un bracelet connecté qu'on va lui remettre pendant une quinzaine de jours pour voir ses habitudes de vie. Un bilan physiologique avec un kiné pour voir tous les aspects de force, mobilité, posture, parce que on a aussi des métiers sédentaires ou de voiture qui font qu'on met notre squelette à rude épreuve. Et puis un bilan psychologique, parce que évidemment, tu l'as dit, il y a des aspects émotionnels et psychologiques qui viennent en ligne de compte à la fois dans le bien-être au quotidien, mais qui ont des conséquences dramatiques sur le corps. On sait que le stress, c'est le premier déclencheur ou aggraveur ou facteur d'aggravation des maladies. Donc on commence par là. Ça permet d'avoir une parfaite connaissance de soi. En fait, les gens qui sortent de là nous disent « Je ne pensais pas que j'aurais autant la maîtrise, que je comprendrais aussi bien le manuel de moi-même. » quoi. Mmh. Donc, ils ressortent avec ça. Mais c'est vrai que c'est un aspect intéressant. Je dis souvent, les gens ne savent pas quoi faire, et d'avoir un peu un manuel, je pense qu'il y a un aspect rassurant aussi.
Et je l'ai vu parce que ne connaissant pas Good avant, j'ai fait appel à un coach et sur l'aspect sportif, alimentaire, Mmh. etc. Le fait d'avoir quelqu'un qui nous donne au moins une direction et ça enlève de la charge mentale, ça réduit les frictions pour enclencher un changement, je trouve. Et c'est ce qui fait qu'en comprenant mieux et en ayant une parfaite connaissance de son manuel personnel, on va être en plus enjoint à faire les choses. Voilà, Oui. parce que on et surtout les dirigeants, ils ont besoin de comprendre pour faire les choses. Ils appliquent Oui. pas, bêtement et méchamment, quoi. Donc il y a ça et puis, à l'issue de ce bilan, donc ils voient 5 praticiens différents. Dont un médecin évidemment, hein. Donc on a chez Good, on a, médecin, kiné, diététicien, préparateur physique, préparateur mental, enfin c'est thérapeute sommeil, voilà. On intègre chez Good ces différentes, pratiques, hein. C'est important parce que on a besoin on peut pas se permettre d'avoir juste des vacataires extérieurs, qui changent, d'une fois sur l'autre parce qu'on a besoin justement qu'à l'issue de ce bilan, ces gens-là se parlent. Donc on casse les silos des différentes, professions et donc on fait ce qu'on appelle chez nous le conseil de classe, après chaque bilan et donc les praticiens se réunissent, partagent un certain nombre d'informations avec le consentement de la personne évidemment et avec des restrictions d'informations si besoin sur des aspects médicaux qui sont, complètement à la liberté de la personne et par rapport à ça, ils vont faire toute une feuille de route ensemble, une feuille de préconisation qui va être remis à la personne pour lui dire: «Voilà, si on était vous, aujourd'hui, avec mon profil, âge, sexe, antécédents, aptitudes, indications, contre-indications, et cetera, bah, voilà ce que je mettrais en place». Et donc, on sort cette feuille de route et soit vous repartez avec et puis, vous vous débrouillez. Dans 99 des cas, il y a strictement rien qui va être fait, quasiment, parce qu'on est tous repris par le flot du quotidien. Ouais, je ne sais que trop. Voilà et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Soit on a compris à quoi pouvait servir Good et donc on prend un bras droit de santé chez Good. C'est ça en fait le principe de l'abonnement chez nous après avoir acheté son bilan. Le principe de l'abonnement, c'est qu'on vous met un bras droit de santé. C'est ce bras droit de santé qui prend la feuille de route et il vous aide à appliquer ça tout au long des mois qui suivent, avec des priorités, des éléments critiques, des éléments secondaires, etc. Avec l'accord du dirigeant en l'occurrence. On a un lien sur son agenda, on sait quelles sont ses disponibilités. On lui retire complètement cette charge et on Mhm. s'assure surtout que ça se mette en place. Parce que, encore une fois, l'enjeu derrière, il est majeur. Il ne faut pas laisser passer ce truc-là et se dire dans 5 ou 10 ans, regretter de ne pas avoir mis ce qu'il fallait en place. Parce que on entend trop d'histoires de gens qui, au moment où ils pensent le plus en profiter, se retrouvent avec quelques Ouais. pathologies, voire pire. Et ce Jiminy Cricket, quelque part, Hmm. qui nous épaule, donc il va avoir la main potentiellement sur l'agenda. Quels autres aspects il va pouvoir gérer ou aider le dirigeant sur quel point pour faciliter les choses? Est-ce qu'il va y avoir une prise de rendez-vous, par exemple, ce genre de choses? On s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'on prend l'agenda de suivi et de contrôle, d'abord, qui est défini par le médecin pour voir d'autres spécialités ou des choses comme ça en fonction de ce qui a pu être détecté. Euh, on prend les rendez-vous chez ses praticiens, Mhm. on envoie des SMS de rappel 48 heures avant, 24 heures avant, on refournit les documents avec lesquels il faut se présenter au rendez-vous, on dit à quel endroit il va pouvoir se garer, on lui dit que c'est l'ascenseur de droite avec la porte bleue et que vraiment on va, Facilite, on quoi. va très très loin dans la facilitation. Je pense que Euh, ton passé dans la tech a peut-être aidé aussi pour mettre en place des automatisations ou des choses qui Absolument. permettent de fluidifier tout ça, en C'est fait. exactement ce sur quoi on travaille actuellement, Mhm. effectivement, pour gagner en productivité sur l'accompagnement du bras droit de santé. Pour l'instant, on fait tout purement à la mano et mécanique, hein. Mhm. C'est les joies de la création d'entreprise. Au Bien départ, on sûr. fait tout à la main, mais effectivement, il y a là-dessus, on a du travail. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a un aspect motivationnel, agent motivationnel, c'est-à-dire que évidemment il va y avoir des ratés, des rendez-vous qui vont pas être assurés, des problèmes d'agenda, des choses comme ça. Et dès qu'il y a un caillou dans la chaussure, c'est le bon moyen de se dire bon, bah, on verra ça plus tard. Effectivement, oui. Donc nous, on va être dans une forme d'exigence aussi avec le dirigeant pour s'assurer vraiment que les choses se mettent en place. C'est une logique aussi d'adaptation, d'écoute. Je donne un exemple tout bête, mais on a un adhérent dernièrement qui nous a dit ah là là, je veux absolument faire du surf, du coup, il faut que je me mette à la natation, etc.
On a trouvé la piscine, on lui a trouvé le maître nageur, on a mis en place les cours de piscine, on lui a trouvé son surf camp sur lequel il va pouvoir faire son apprentissage de surf. Donc, on a une forme de conciergerie santé derrière. Mhm. On va pouvoir faire de la facilitation d'accès aux soins, c'est-à-dire que sur des rendez-vous qui peuvent être compliqués à obtenir, nous, on va se mettre en veille pour leur trouver des rendez-vous sur des délais très courts. Donc voilà, il y a tout ça en fait qui se met en place autour du dirigeant. J'imagine au fur et à mesure tous les cas de figure, là ça donne plutôt envie. Il y a un nombre de fois où justement on bute face à un agenda d'un praticien, etc. Où on dit rappeler au mois de mars peut-être qu'on aura de la place, etc. C'est des choses qui fait effectivement ça passe à Eh l'as tout de ben, suite. ça passe à l'as. Un rendez-vous dans 6 mois, moi je sais pas dire où je suis dans 6 mois. Je Complètement. suis quasiment sûr et certain que je vais devoir faire un déplacement, un truc comme ça. J'ai toutes les chances d'annuler le rendez-vous. Mhm. Donc bah tant pis. On verra quand ce sera vraiment indispensable et que je pourrai plus faire autrement. Des fois ce Voilà. sera peut-être un peu tard, quoi. Et malheureusement, des fois c'est beaucoup plus handicapant. Et donc, Good est très jeune. Ça a débuté donc l'année dernière, si je me Ouais, trompe pas, depuis avril dernier. Ouais. avril dernier. Comment vous avez débuté? Est-ce que vous avez eu une cohorte de tests? Quels ont été les premiers retours? Et comment même, je me suis posé la question, est-ce que cette idée de suivi médical plus plus, est-ce qu'il arrive dans les mœurs? Est-ce que les gens le comprennent? Euh, on a un gros travail de pédagogie à faire. En France, on est habitué à deux choses. Déjà, à aller chez le médecin que quand on est malade. Et le deuxième principe, ça doit être gratuit. Exactement. Voilà. Donc, nous, on dit, venez chez le médecin quand vous n'êtes pas malade, et ça va être payant. Donc, Quoi, autant dire que on se met quand même, il y a une petite friction là. on se met quand même volontairement dans la difficulté. Non, c'est effectivement là où on a un travail à expliquer qui est plutôt une philosophie plus orientale, asiatique, de la prévention médicale, avec en plus avec une approche systémique de la médecine et pas simplement de traiter le mal en particulier, mais de se préoccuper de toutes les causes possibles autour de ce mal-là. Oui, on a un travail à faire là-dessus. Je pense que on a la chance d'être à un tournant de la médecine en France. D'abord, on a un système qui est en train de s'écrouler. C'est très malheureux de dire ça, mais on a un système qui est en train de s'écrouler parce que tout le monde a abusé, hein. Enfin, moi, en plus, je côtoie à la fois les médecins, les patients, les institutions, etc. Je pense que c'est un ensemble, hein, c'est multifactoriel. Il y a pas, on peut pas jeter l'opprobre sur tel ou tel Il y a pas profil, quoi, vraiment hein. de garde-fou en fait sur les abus, donc qui qu'on soit, on est humain Je pense que nous, on a abusé parce que c'était gratuit, et donc on y allait pour un oui, pour un non. Mhm. Je pense que il y a le système de médecine où il y a eu une grosse forme de générosité budgétaire et qu'à un moment donné, quand on n'a plus d'argent, on n'a plus d'argent, donc on est obligé de revoir les choses. Enfin bref, voilà, il y a aucune dimension politique dans ce que je dis là. C'est vraiment, c'est malheureux, mais en tout Constat. cas, c'est un constat. Et donc, face à ça, soit on se dit, oh là là, mon Dieu, catastrophe, c'est horrible, etc. Soit on se dit, bah, il y a un monde d'opportunités aussi qui s'ouvre pour repenser cette façon de faire. Et donc, comme l'accès aux soins est compliqué, qu'il y a une désertification médicale, que eh ben, la guérison devient beaucoup moins intéressante que la prévention. Mhm. Il vaut mieux prévenir que guérir dans ces cas-là. Donc l'idée, c'est justement d'avoir cette approche systémique et de se dire comment je mets en place des choses autour de moi, à la fois sur l'anticipation par rapport à des antécédents que je peux avoir, une hygiène de vie globale et une meilleure maîtrise de mon stress dans l'ensemble pour faire en sorte que je sois le moins malade possible. Voilà. C'est ça le principe. Donc oui, on a un petit travail à faire. Là où on prend un angle où on estime qu'on peut essayer d'aller chercher une solvabilité sur ce marché-là, c'est de dire, sur cette santé, sur la santé préventive, l'entreprise a un rôle majeur à jouer. Elle a une responsabilité sociale vis-à-vis de son dirigeant, vis-à-vis de ses managers, vis-à-vis de ses collaborateurs. Si le stress est une des causes principales de déclenchement et d'aggravation des pathologies et des maladies chroniques, etc., pas seulement, hein, on ne peut pas dire que c'est l'entreprise qui est la cause de tout, mais en tout cas, elle a un rôle à jouer sur cette responsabilité. Et en plus, elle y a tout intérêt. Donc,
Travail égale stress souvent, ou pression, ou exigence. Donc, euh, c'est là la responsabilité sociale de l'entreprise. Mais en plus, santé préventive égale des gens en bonne santé, avec, comme je le disais tout à l'heure, des meilleures facultés cognitives intellectuelles, une meilleure efficacité, moins d'absentéisme, plus d'envie, des meilleures qualités relationnelles. Enfin bref, c'est complètement bénéfique pour la performance globale de l'entreprise. Donc on a tout intérêt en tant que dirigeant à se poser les bonnes questions et à accompagner la condition physique et mentale de nos collaborateurs. Et on est déjà en train de le faire, hein. Je veux dire, il y a des choses qui se mettent en place, hein. Mais ça va au-delà d'un baby-foot ou d'un jeu de fléchettes ou de la simple médecine du travail tous les 4 ans. Il Ouais, faut, ouais. faut aller plus loin que ça. Et je pense que beaucoup de nos collaborateurs, de nos managers, euh, parce qu'ils sont aussi hyper engagés dans l'entreprise, bah, parfois mettent aussi, et puis parce qu'ils ont aussi une vie de famille par ailleurs ou une vie personnelle dense, etc., bah, ils mettent leur santé un peu de côté. Donc l'entreprise a un rôle à jouer là-dedans, on en est persuadé. On le voit même sur la difficulté que peuvent avoir les entreprises à recruter, où justement le recrutement ne se fait plus au salaire ou juste le travail pour ce qu'il est, mais les conditions de travail sont de plus en plus importantes. Et j'ai pu voir, toujours au cabinet, mais vraiment une dichotomie entre certains chefs d'entreprise qui ont du mal à comprendre ça. Et ils disent: oui, mais ils veulent plus venir bosser. Mais non, ils veulent plus venir bosser dans ces conditions-là. Et je pense que d'avoir une entreprise qui prend soin de ses employés, après sans forcément, aller dans les excès, mais parce que ça dans comme tu le disais, même par rapport à la santé, il faut que ça aille dans les 2 sens. Il faut pas non plus que les employés abusent et cetera, mais je pense aussi que l'entreprise qui va comprendre ça aura beaucoup plus de facilité à trouver, les A-players, en tout cas les bons joueurs, quoi. Ça sera un facteur d'attractivité et de fidélisation des collaborateurs que de s'occuper de leur santé. Et puis malheureusement, par rapport à ce que je disais sur l'écroulement un peu du système actuel, la santé va aller de privatisation en privatisation. Mmh. Encore une fois, hein, moi je l'appelle pas de mes voeux, hein, mais il faut être juste réaliste par rapport à ce qui est en train de se passer. Et donc, euh, bah, les mutuelles et l'entreprise auront un rôle à jouer aussi dans la prise en charge d'un certain nombre de choses de ce point de vue-là. Et donc, il y a eu, comment? Les premiers adhérents. Quels ont été les premiers retours? Quelles sont les choses peut-être, vous avez peut-être été surpris par certains retours ou certains aspects qu'il a fallu moduler tout de suite? Heu, voilà, quels ont été les écueils du début? Hmm. Déjà, on est surpris par l'âge moyen de nos adhérents. Ouais, Moi, je misais sur une cible entre 40 et 55 ans, euh, OK. avec plutôt des gens qui estiment qu'ils arrivent à un âge où, ça y est, là, ils savent qu'ils commencent à taper dans le capital et qu'il est temps de faire gaffe, Ouais. ou des gens qui ont un peu abusé puis qui voudraient passer dans un autre principe de vie, en tout cas sur nos premières cibles. Et en fait, on a des personnes de 33, 34, Mmh. 36 ans pour Plus un jeune que autre, prévu. plus jeunes que prévu. Donc on est plutôt sur la tranche 30-45 ans. Mmh. C'est assez drôle. Parce que je pense que c'est une génération qui a beaucoup plus conscience du besoin qu'ils ont de prendre soin d'eux. Il faut dire aussi une chose, hein, c'est que je pense que les aînés, qui sont beaucoup moins sensibles à ça, c'était un peu marche ou crève, euh, ils ont aussi pas vécu non plus totalement dans la même période que cette génération-là, où tout va 10 fois plus vite, on est hyper sollicité, obésité de l'information, obésité des sollicitations avec nos saloperies de smartphone, obésité. Donc le monde est quand même très stressant, la visibilité s'est réduite. Enfin, Ouais. je veux dire, nos parents savaient ce qu'ils faisaient dans 15 ans. Moi, je sais pas ce que je fais dans 6 mois, quoi. Oui, je vois. Je sais. On n'est pas du tout dans la même période. Donc, voilà, je pense qu'il y a tout ça qui fait que euh, le monde extérieur étant quand même un peu plus stressant, cette permacrise en plus permanente, ça, je pense qu'il faut qu'on y pense pour nos collaborateurs. Bon, Mmh. tout le monde prend ça en pleine face, hein. Cette permacrise, tout ça, c'est très angoissant. Et donc, ça sollicite, enfin, ça incite à se tourner un peu vers soi et se dire comment je me protège. Comment je me crée quand même une forme de protection
pour être capable de naviguer dans ce monde-là, quoi. Ce qui est moins le cas, je pense, des quinquas ou des sexagénaires qui sont encore sur le marché aujourd'hui, qui estiment que bah, un peu plus à la dure, quoi, hein, Ouais. voilà. Et puis pour certains, non, mais je sais ce que j'ai à faire, c'est bon, je fais attention à ce que je mange, je fais du sport, donc tout va bien, quoi. Voilà. C'est ça qui est assez étonnant, notre société a amené énormément de confort, de plus en plus de confort, et j'ai l'impression que ça se retourne contre nous. C'est-à-dire que comme maintenant tout est accessible du bout de la main ou en commandant n'importe quoi, on ne bouge plus, on devient ultra sédentaire. À contrario, justement, on a beaucoup trop d'informations. Enfin, c'est comme si on ne sollicitait plus du tout le corps, et donc, à trop de confort, ça devient dangereux pour la santé. Mhm. Et par contre, on sursollicite le cerveau qui la cocotte explose au bout d'un moment et on pète un plomb. Et comme le corps ne bouge pas, on peut même pas évacuer, quoi. Exactement. Donc, il y a un enjeu de santé de manière générale par rapport à ça. J'aimerais qu'on aille donc sur le sujet. Oui. Juste pour Ah oui, pardon, préciser, excuse-moi, non, mais vas-y. pour préciser ça, l'espérance de vie a toujours augmenté, alors même si Ouais. elle stagne un petit peu, l'espérance de vie en bonne santé diminue. Ouais. Ah, je pensais que ça avait stagné. Non, ça commence à diminuer. Ça diminue. On a Ouais, encore donc, perdu 6 mois sur l'espérance de vie en bonne santé. Et l'espérance de vie en bonne santé, chez les hommes notamment, est de 64 ans. On rappelle l'âge de la retraite ou pas? c'est pas fou, hein. Ça fait pas rêver, hein. Donc, Ça fait pas raison de rêver. plus pour prendre soin de soi, parce que l'idée, c'est pas de vivre le plus longtemps possible. L'idée, c'est de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Oui, C'est oui. ça le sujet, quoi. Ah Donc, oui, carrément. et le véhicule dans lequel on est, il faut le ménager. Alors évidemment, quand on est très très jeune, on le ménage assez peu, parce que c'est pas un sujet. Quand on vieillit un peu plus, je veux dire, ne serait-ce que sur l'aspect purement musculaire, à partir de 25 ans, tout le monde est atteint de sarcopénie. Donc, c'est-à-dire que on ne développe plus Je ne naturellement sais que de trop. muscles. Donc, il faut s'entretenir. C'est hyper Ouais. important. Sinon, on va perdre du muscle naturellement, parce que c'est un phénomène naturel. Il faut considérer son corps. Il faut avoir la pleine conscience de son corps, en fait. Ouais. Tout ce qu'on lui fait subir, à un moment ou à un autre, ça a des conséquences. Mais c'est quand tu parlais de manuel, je pense que d'avoir un manuel pour bien s'en servir, c'est important parce que faut trouver le bon équilibre. Il y a besoin de vivre des contraintes, parce que sans contraintes, sans bouger, sans rien du tout, le corps ne s'entretient pas non plus. Il y a besoin quand même de temps en temps de sortir un peu de sa zone de confort, mais s'octroyer le temps de récupération nécessaire, être attentif à certains signaux qui sont évidents, en tout cas souvent de l'extérieur, mais pas pour nous. Moi-même étant thérapeute, en fait, je les vois même pas pour moi, donc d'avoir quelqu'un autour qui check un peu, c'est pas mal. Et quelqu'un qui ne soit pas forcément de la famille. Parce qu'on va y venir, on va parler de la famille. Mais bizarrement, quand c'est notre femme, notre compagnon, notre maman qui nous en parle, oui, non, c'est bon, lâche-moi la grappe. Alors que d'avoir quelqu'un d'extérieur, souvent le rapport est pas le même. Absolument. Et on en revient à l'athlète de haut niveau. Un athlète de haut niveau, c'est un expert de sa discipline, Mhm. de son corps, de son mental. Il n'y a pas plus expert de lui-même que cet athlète. Et pourtant, il est indispensable pour lui de s'entourer, déjà pour affiner un certain nombre de choses, avoir un regard extérieur, créer un agent motivationnel, challengeant autour de lui. Euh, voilà, sinon, Je pense que c'est d'autant plus important si on veut euh, s'emparer de ce monde où effectivement tout va très vite, où il y a quand même tu me dis si enfin, comment tu le perçois, mais il y a une culture un peu de la performance, faut être bon partout. Et pour ça, comme un sportif de haut niveau, ouais, s'il n'y a pas des gens à côté, on peut pas tout voir en fait. On peut pas tout voir tout seul. Et au bout d'un moment, je pense qu'on va dans le mur si, s'il n'y a pas ça. Ou alors, faut ralentir. Faut ralentir, ralentir. bah ouais. Nous, j'avoue qu'on fait plus la promotion de la culture de l'équilibre plus que Mhm. la culture de la Oui. performance. Et même si je ramène ça à un athlète de haut niveau, je pense que l'athlète de haut niveau, il sait très bien que sa carrière déjà est courte Mhm. et qu'il n'a pas du tout envie de se retrouver complètement cassé. Il veut performer là pour ses compétitions, mais il n'a pas envie de se retrouver complètement cassé à 35 ans à la fin de sa carrière sportive. Donc c'est toute cette logique d'équilibre aussi, comment on pousse, comment on améliore notre capacité à encaisser, là je reprends le thème du dirigeant, mais à encaisser la pression, le stress, à être
quelqu'un de solide pour son entreprise et ses collaborateurs et également ses proches, sans sacrifier sa santé, quoi. Et Sinon, on prend tous de la coke et puis tout va bien, quoi, hein. Non, mais on se si je grossis le trait. Oui, bien sûr, oui, on trouve tout ce qui booste au maximum, puis à un bout d'un moment, on s'écroule d'un coup. Voilà. Donc on le disait au début, tu es multipreneur, tu as créé plusieurs sociétés, tu as travaillé dans la com, dans la tech et transport aussi. Hem, Comment toi, tu as vécu ça, justement par rapport à ton propre équilibre vie pro, vie perso? Est-ce que, tu as eu cette période: «Je suis jeune, je fonce et on verra plus tard»? Est-ce qu'à un moment, tu as eu une prise de conscience, que ce soit par rapport à ta santé ou par rapport à ton entourage proche? Je pense qu'à un moment donné, le projet et l'objectif prennent le dessus sur soi-même. Et donc, c'est là le dangereux de la chose. C'est Mmh. que dans l'entrepreneuriat, il y a un côté un peu, je vais pas dire tête brûlée, c'est pas la bonne expression, mais en tout cas, il y a une conviction forte qu'on peut apporter quelque chose d'utile à la société au travers de l'entreprise qu'on a. En tout cas, moi, c'est ma conception de l'entrepreneuriat. Mmh. Après, c'en est une, certains en ont d'autres. Mais, et on est tellement happé par le projet, parce que ça nous obsède, jour, nuit, quand on est sous la douche, quand on est aux toilettes, quand on Ouais, ça mange, je le comprends, beaucoup même. c'est une obsession. Et de cette obsession, on s'oublie, on oublie aussi son entourage, hein, très souvent. Et donc, effectivement, on- c'est ce que j'ai ressenti et vécu dans les différentes phases de création et dans les projets. Ce qui est très différent aujourd'hui, mais j'ai aussi pas la même maturité Ouais, entrepreneuriale, ni peut-être aussi les mêmes aspirations, hein. Je pense que ce à quoi on aspire à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, je pense qu'à chaque fois, ça change. ce serait drôle d'ailleurs systématiquement de l'écrire et de voir le décalage, parce que ça va avec, souvent avec l'âge, les expériences, voilà, et puis les balafres aussi. Donc, oui, oui, dans chacune des entreprises, on s'oublie un petit peu. Et, euh, et souvent, c'est au moment où on a l'impression de surnager, qu'on est un peu en asphyxie, que on se dit, ah, attention, là, il est temps de reprendre la main sur toi, de lever le pied, de s'entourer. Mmh. Je pense que ça, c'est un élément extrêmement important. On n'est pas bon partout. Il faut pas se mettre la pression sur tous les sujets. Il faut s'entourer. Euh, c'est un investissement, c'est pas un coût, hein, parce que Ouais. dans l'entrepreneuriat, souvent, on voit ça comme un coût. Il faut être partout, il faut bricoler, euh, Ouais, ça a été beaucoup dit, mais il y a effectivement, c'est un investissement. Il faut savoir identifier vraiment ses compétences, là où on apporte un maximum et c'est évident que c'est à nous de le faire. ouais, Et puis il y a plein de choses, où clairement, autant aller chercher la bonne personne, elle le fera vite, beaucoup mieux et nous, on va pas s'épuiser, quoi. ouais, c'est sûr. Et donc, euh, ça s'est amélioré au fil des années. Évidemment, moi, ce qui a été un des déclencheurs et la jeunesse du projet, c'est que à l'âge de 30 ans, justement, après la création de ma première entreprise que j'avais créée à 24 ans, donc c'était même à l'âge de 28 ans, 4 ans plus tard, on s'installait avec mon épouse, on allait avoir un enfant, il y avait l'entreprise, je me payais à peine, enfin bref, il y avait C'est tout étonnant, un... souvent il y a une convergence, Ouais. c'est souvent au moment où on rencontre quelqu'un, il y a ça, il y a la maison, il y a les enfants, il y a la et on lance le plus gros projet de sa vie. Ouais, bah oui, c'est ça, ouais. Je sais pas si ça y a un besoin de se mettre en danger pour se mettre en mouvement, Ouais, mais c'est... Et je sais pas puis, si c'est propre aux entrepreneurs ou justement cet esprit entrepreneurial, mais il y a comme, à chaque enfin, en tout cas, je n'ai pas créé autant d'entreprises que toi, mais à chaque fois, on se dit: «Voilà, là, je pense que j'ai fait le max, là» et puis et puis finalement, il y a un enfant en plus, il y a une autre idée qui arrive et puis comme tu disais, quand tu as une idée, ça devient obsessionnel, quoi. Il y a une euphorie de la création qui fait qu'on n'arrive pas à lâcher. moi, sur le projet actuel, j'ai remis tout ce que j'avais gagné. Ah oui? Tout est dedans. Tu es all-in? Bah, ouais, parce que j'y crois. Ouais. J'y crois, puis bon, voilà. Puis bah, j'étais pas riche à millions non plus, donc voilà, j'ai mis ce que j'avais. Donc, et ce que j'avais, c'était ça, et c'était ça qu'il fallait pour amorcer. Je me remets dans ce danger-là.
Mais je l'appréhende plus du tout de la même manière. Là, quand j'avais 28 ans, bon, clairement, ça m'a généré des troubles anxieux généralisés. Il fallait que je me Mmh. fasse accompagner, c'était très compliqué. À un moment donné, j'étais même plus en capacité de gérer ma propre entreprise. Donc, Mmh. et ça a duré quelques mois, c'était vraiment compliqué. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans un risque plus maîtrisé. Mais peut-être aussi parce que je pense que c'est aussi un élément vieillissant. Les aspirations ne sont pas les mêmes. Je me disais l'autre fois, j'étais avec mon fils l'autre fois et je lui ai sorti une phrase que j'ai- quand on est jeune, on n'a rien et on veut tout. Ouais. Et puis il arrive un moment où on a tout et on voit que ça rime à rien. Ah oui, très bien. Et donc je disais ça à mon fils. Et donc là, les éléments du projet, l'utilité que ça peut apporter, la façon dont ça peut me stimuler, m'épanouir, et la façon dont ça peut stimuler, épanouir aussi tous mes camarades de jeu, dans le- c'est ça qui m'intéresse le plus. Beaucoup plus que de devenir millionnaire. C'est le jeu qui t'intéresse plus que Ben là, c'est la stimulation intellectuelle, mmh. l'aventure humaine qu'on est en train de vivre, quoi. Et puis là, Voilà. oui, tu touches à un sujet où il y a tellement de choses à faire évoluer, je pense que tu as de quoi te creuser la soupière pendant un bon moment. Ouais, Il y a de quoi faire là. ouais, clairement, ouais. Donc voilà, donc ça va être un jeu excellent et tout. Et donc là, il faut pas, dans tout ça, il faut pas s'oublier. Il faut pas oublier sa famille, parce que c'est ton socle principal. Euh, et donc, voilà, faut trouver un juste équilibre. Initialement, si je me suis remis à faire du sport et alors c'est le cordonnier le plus mal chaussé, c'est que j'ai enfin suivi les conseils que je donnais à mes patients. Je veux bien. Mais c'est peut-être plus, par rapport au regard que mes enfants me portaient sur moi, que par rapport à mon entreprise initialement. Puis après, le chemin faisant, je me suis rendu compte que finalement, une famille, c'est comme une petite entreprise, une entreprise, ça peut être aussi une grosse famille, enfin voilà. Quel regard toi tu portes sur ton rôle de papa, de père, en fait? Est-ce que tu as cette sensation aussi d'être, je sais pas, un peu le capitaine de navire? Est-ce que, à un moment, justement, t'as peut-être oublié un peu ce rôle et puis tu y es revenu. Quel est ton point de vue sur la paternité de manière générale et comment tu te sens par rapport à ça? Hmm. C'est un vaste sujet, hein, j'en conviens. Ouais, ouais, c'est un vaste sujet. Ouais. Déjà, il faudrait que j'arrive à savoir à quel moment je me suis moi plus senti un enfant. Tu vois, donc, Oui, parce que à quel moment on passe le cap? à quel moment on passe le cap où on se dit ça y est, je suis adulte, à quel moment on conscientise effectivement sa paternité, tu vois, tout ça, en tout cas, moi, c'est ce qui est lié à ma personnalité, mais voilà, donc, bon, clairement, le capitaine, c'est ma femme. Donc, moi, je m'exécute. OK, un Euh, mousse. non, non, là-dessus, de ce point de vue-là, euh, elle a beaucoup plus la conscience et elle endosse beaucoup plus le rôle de chef de famille que moi, je ne peux le faire. Euh, Parce que De manière factuelle par rapport au temps que tu passes au travail, par rapport à ouais, elle est entrepreneur aussi, hein. Elle ouais, a sa propre entreprise, familiale, donc on va revenir sur le cliché, elles sont multitâches, pas nous. voilà. Donc elle a une entreprise dans le bâtiment, elle est, par ailleurs, très occupée aussi avec, une charge mentale de chef d'entreprise, voilà et c'est elle qui gère, merveilleusement, la famille, beaucoup plus que moi. J'essaie d'être le plus présent possible et le plus, disponible aussi pour gérer ma part. Mais voilà, donc elle n'a pas 3 enfants, elle en a 4. Voilà, c'est plutôt comme ça que ça se passe, quoi. Ah ouais. Donc, donc ouais, sur cet aspect-là, j'avoue que j'ai une chance inouïe de pouvoir compter sur elle, et de compter sur sa solidité, c'est vraiment la colonne vertébrale, quoi. Et dans tout ça, nos enfants, euh, effectivement, la difficulté que moi que j'ai pu avoir peut-être sur la première partie de carrière, c'était d'être tout simplement présent, juste Mmh. présent. Et présent dans les deux sens, c'est-à-dire présent physiquement, mais Mmh. présent aussi dans la tête quand on est là à la maison. Ouais. Et je pense que pour, pour eux, ça a dû être un moment où ils m'ont pas beaucoup vu. Je pense dans mes
de mes 30 ans à mes 35 ans, enfin, ou de mes 28 à mes 35 ans, ils m'ont pas beaucoup vu, les enfants, quoi. Donc ça, c'est un regret, hein, ça, d'ailleurs. Mhm. Euh, on est tellement happé, on en parlait tout à l'heure, par le projet, qu'on en oublie qu'on a sa famille, etc. Donc, Mais est-ce que ça aurait pu se passer autrement? c'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire. Il y a une question de maturité personnelle, il y a une Ouais. question d'environnement, de ce qu'on vit, du projet, du stress que ça amène, etc. Du problème qu'on cherche à résoudre soi-même aussi. Parce que l'entrepreneuriat, faut pas se leurrer, hein. J'en connais beaucoup des entrepreneurs et on a tous un petit moteur, voilà. Est-ce que c'est une colère? Est-ce que c'est Mhm. une conviction? Est-ce que c'est une Remplir un revanche? Est-ce que vide. c'est combler un vide? Est-ce que c'est un machin? Mais il y a toujours un petit quelque chose. Parce qu'il faut être un peu maso quand même, hein, pour se lancer comme Oui, se ça mettre volontairement des fois en difficulté, c'est voilà. sûr. Euh, donc c'est vrai que quand on a des choses comme ça à gérer, parfois on est moins disponible pour sa propre famille et pour les aider eux-mêmes à grandir, quoi. Donc, ce qu'aujourd'hui je fais beaucoup plus volontiers et que d'ailleurs j'adore faire et auquel à côté de quoi j'ai pas du tout envie de passer maintenant. Voilà. Mais bon, ils ont grandi, donc il me reste peu de temps maintenant pour vraiment pouvoir les accompagner le mieux possible. Ouais, après ce que j'entendais, c'est tu auras toujours des nouvelles d'eux, mais ce qui est difficile quand on est parent, souvent on a souvent l'aspect négatif, c'est-à-dire que notre enfant part faire ses études en Australie, si tout se passe bien, on n'aura jamais un coup de fil. S'il a un souci, généralement, il va appeler papa et maman en premier, et donc ce côté-là est pas toujours simple, où effectivement, on n'a pas toujours les meilleurs aspects. Tu dis que tu as été entrepreneur de plus jeune âge, ça me fait rire parce que mon grand a, je pense, 6 ans et demi, 7 ans, il fabrique il prend une plume, il prend un stylo bille, le casse, il met la plume dedans et il vendait ça à mes patients dans la salle d'attente. La vache, ok. Et, Ça a eu un et, succès, un gros succès? et ça m'a étonné, mais ça a très bien marché. Étonnamment, ça a très bien marché. Alors, je pense qu'il Comme quoi, un bon vendeur sur un produit simple, particulier. voilà, pas particulier, mais je pense qu'il bénéficie le bénéfice mignon, on va dire, Ouais, voilà. ça fait partie de la Ça séduction, fait ça fait partie partie de la de la vente, hein. séduction, etc. Ouais. Et donc toi, j'ai pu voir dans un article que tu avais des 8 ans ou je sais plus quel âge, enfin, t'avais déjà cet esprit-là, où tu as voulu tout de suite, alors je sais plus si je me rappelle plus trop si c'était vendre ou lancer quelque chose, Ouais, quoi. c'était des objets publicitaires OK. que mon père ramenait de son travail. Et bon, à chaque fois, il était content de pouvoir nous ramener des trucs, hein. Mais bon, je veux dire, à un moment donné, quand on a, bon, c'était l'époque, hein, c'était les briquets. Mais quand on a 50 briquets, 30 casquettes, etc., bon, on peut faire collection, hein, mais c'est mieux quand ils sont tous différents, quand on fait une collection. Donc il y avait ce truc-là. Et puis, mon père avait toujours le souci de nous éveiller à l'esprit entrepreneurial, en fait, finalement. Mmh. Parce que lui-même est un autodidacte qui s'en est sorti, qui a pris une revanche sur la vie, et qui a monté les échelons, tout. Donc, il voulait surtout pas qu'on reste les deux pieds dans le même sabot, quoi. Donc, pour lui, le, le fait d'être que dans le jeu ou la futilité, c'était pas assez pour s'éveiller, quoi. Donc, il nous poussait dans nos retranchements sur deux, trois trucs. Je me souviens d'une fois où il fallait que j'aille acheter Enfin, je voulais une paire de lunettes pliables Mmh. Ferrari qui était vendue sur la plage, la part des vendeurs à la sauvette. Il m'avait dit, si tu négocies le prix, tu l'as. Mais si tu n'arrives pas à négocier le prix, c'est même pas en rêve, quoi. Ah! Et là, pareil, il y a ces objets publicitaires, ben, fais-en quelque chose. Va te mettre c'était une résidence avec plusieurs immeubles, puis il y avait une piscine commune. Va te mettre devant l'entrée de la piscine, et puis tu te mets une petite table. J'avais fait mes petites étiquettes avec mes prix et tout. Voilà. Et je m'étais mis là, je sais plus, 2, 3 jours pendant les vacances. Et j'avais essayé de vendre mes trucs, quoi. Là, on va toucher, je pense qu'il y a 2 énormes sujets en ce moment, la santé, Ouais, puis l'éducation. Je ouais. pense que c'est des sujets très importants. Là, tu parles de ton papa qui avait tendance à vous pousser, sur cette voie-là. Hem, j'ai un regard, moi, plutôt, un peu acerbe sur, l'éducation nationale telle qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle propose. On a fait le choix de l'instruction en famille, avec ma femme Ok. et
Enfin, il est acerbe. C'est-à-dire que c'est comme tu l'as dit en fait avec la santé, c'est que j'ai l'impression que c'est de la faute de personne, mais que en gros le mammouth est tellement énorme que il est parti en boule de neige et on peut plus l'arrêter. C'est une catastrophe. Parce que Euh, Toi, pareil, est-ce que tu as déjà eu une réflexion par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu des... Alors, si tu devais lancer un good de l'éducation, quels seraient les points que tu aimerais améliorer? Quelles sont les choses, peut-être, toi, en tant que papa, que tu as constaté, que tu aimerais qu'on pousse un peu plus pour les jeunes aujourd'hui? bon, déjà, il faut faire preuve d'énormément d'humilité, comme le milieu de la Oui, oui, santé, je le sais, meilleur de je te lance une l'éducation. savonnette, là, je sais Tu que... vois, parce que c'est des systèmes qui sont tellement complexes, Oui, tellement difficiles. J'aimerais vraiment pas être à la place de ceux bien sûr. qui imaginent le futur de ça, parce que c'est très dur. Moi, je suis effaré à quel point à la fois les profs sont usés, fatigués, etc., alors qu'ils ont un rôle majeur dans la société. À quel Ils auraient point besoin de good. ils auraient besoin de good, oui, absolument. À quel point ils sont déconsidérés, mal considérés, que ce soit par les parents, par l'État, par les élèves eux-mêmes et tout. Je trouve que là, on a cassé on a cassé le jouet, quoi. Enfin, on a cassé Ouais. le truc. Je suis vraiment complètement enfin, inquiet même de, Mhm. de- de cette situation. Et à la fois, il y a des choses qui m'horripilent dans la façon dont on peut gérer l'éducation de nos enfants, enfin l'enseignement, parce que Mhm. c'est pas leur rôle que d'éduquer nos enfants, c'est de leur enseigner. Mais je trouve dommage que, par exemple, s'il y a un truc, moi personnellement, que je changerais, euh, c'est le regard sur l'erreur. Ouais. Le regard sur l'erreur, sur l'échec ou des choses comme ça. On nous a tout le temps appris qu'il fallait pas se tromper, quoi. Je trouve que c'est tellement contradictoire Putain, et si on ne se trompe pas, on n'avancera jamais. si t'es à l'école, c'est pour apprendre. Mm. Donc, évidemment qu'il faut que tu te trompes. Ouais. Parce que sinon, t'as rien appris. On n'apprend rien de ses succès, on apprend toutes ses erreurs. Donc, je comprends pas trop cet aspect de vouloir à tout prix, d'abord, combler toutes les lacunes d'un enfant, alors qu'il faut cultiver plutôt ses talents. Ouais. De laisser penser à des enfants qui ont des mauvaises notes, que ce sont des bons à rien, des nuls, et qui feront jamais rien de leur vie. On s'en fout de faire l'ENA ou Sciences Po. Enfin, je veux dire, c'est pas ça une réussite. Très bien, il y a des gens qui ont le talent pour faire ça, mais il y a des gens qui ont le talent pour faire plein d'autres choses. Donc, ouais, enfin, on le sent du coup, je pense, dans Ah oui, ma oui, voix, mais c'est un truc qui m'horripile parce que je trouve que on fait des machines à perdre. ouais. Quand tu parles de combler les lacunes, en fait, on a l'impression qu'il faudrait que tout le monde soit au même niveau partout. C'est-à-dire, oula, lui, il pêche un peu là, donc on va le remettre là pour que tout le monde... Alors que, pourquoi ne pas être excellent dans un domaine, et puis on va pouvoir cultiver sa singularité, et justement, on a besoin de singularité. Il faut que tout le monde puisse exprimer ses talents et tout. Après, j'imagine hein, la difficulté que c'est quand on gère une masse d'enfants, à plus forte raison quand on a 35 gamins dans une classe, de pouvoir dire, toi, dis donc, t'as un côté artistique, on va le cultiver, toi, t'as un côté très mathématique, ils vont le cultiver. Évidemment que Ouais, il y a une histoire aussi de moyens c'est de la... donnés Voilà, aux c'est enseignants. utopique. Mais je trouve que par contre, d'expliquer régulièrement aux enfants que d'abord, ils ont le droit de se tromper, d'abord, c'est pas parce qu'ils sont pas bons dans telle ou telle matière qu'ils feront rien de leur vie. Moi, j'interviens dans les premières STT. Mhm. J'ai fait compta, gestion en première, un bac technique, compta, gestion, première terminale. Je vais intervenir dans ces écoles-là, avec l'association 100 000 entrepreneurs, qui est d'ailleurs une association formidable qui permet à des entrepreneurs d'aller intervenir dans des écoles pour promouvoir l'esprit entrepreneurial. Mais je leur dis, mais vous voyez, la plupart du temps, pour certains d'entre vous, vous êtes ici parce que vous pensez que vous êtes nuls à l'école. Mais c'est tout sauf vrai. Vous êtes là parce que le système qu'on vous a proposé et les matières qu'on vous a proposées jusque-là, probablement vous ont pas intéressé, n'ont pas cultivé chez vous quel talent que ce soit, etc. C'est une chance de pouvoir prendre une autre voie, quoi. Donc, cultiver cette chance. Tous les talents ont le droit de s'exprimer. Tous les chemins mènent à Rome. Il n'y a pas qu'une forme de réussite. Ouais. Mais moi, j'ai dit à mes enfants, mais faites maçon, faites pâtissier, faites un métier utile déjà, pas comme votre père. Tu vois, faites un truc. Bah, là, c'est pas Mais trop mal, non, mais l'avocat, là, lui. oui, ça y est, là, je pense que j'ai trouvé une forme d'utilité. Je suis content. Mais c'est, en tout cas, votre réussite, vous pourrez la trouver dans le fait de faire du mieux que vous pouvez,
dans quelque chose qui vous plaît pour pouvoir exprimer au mieux votre épanouissement, vos talents. Voilà. Et être heureux, parce que la plus belle des réussites, c'est être heureux. Je connais quand même un paquet de gens qui sont blindés de thunes et qui n'ont pas l'air super méga heureux, quoi. Hein. Ouais. Donc, faut qu'on requalifie un peu le système de valeurs. Moi, c'est plus ça, en fait, je trouve qu'on devrait travailler dans l'éducation nationale. C'est de requalifier le système de valeurs qui régit nos envies, les recherches de succès ou des trucs comme ça. Franchement, si on pouvait faire un truc comme ça, on y arriverait. Puis après, tous les défis du monde aussi, de les mettre nos enfants, que ce soit les défis climatiques, que ce soit les défis humains et sociaux, hein, du vivre ensemble, tous ces trucs-là. Si on pouvait aussi travailler ça, parce que, ok, c'est cool de savoir que 1515, c'est Marignan, quoi. Je suis d'accord. Il y a des fondamentaux. Mais putain, c'est pas l'essentiel, quoi. Mais je pense que en fait, c'est que la culture, de manière générale, elle servira toujours, mais la culture, elle est tellement vaste. Et pourquoi spécifiquement, voilà, 1515 Marignan, voilà, un gamin qui aura vécu dans un autre cadre socio-culturel aura une toute autre culture, mais qui est tout aussi valable. Ouais. Mais Et expliquez-nous, par contre, les arcanes d'un 1515. Ouais. Pourquoi c'est arrivé? Quelle philosophie il y avait derrière? Quelle époque c'était? Enfin, tu vois, et pas rebasculer Bah, ça, son cours par cœur dans un ça, c'est cahier. les profs dont je me souviens, généralement. C'est ceux qui nous racontaient une histoire, en fait. Ah ouais. Vraiment. C'était pas juste une liste de dates ou de choses comme ça, mais j'ai 2 profs d'histoire, je m'en rappellerai toute ma vie, où en fait, quand je rentrais en cours, j'avais l'impression d'aller au cinéma. C'était incroyable. Ils nous racontaient une histoire. Bah ouais. Pareil aussi une prof de français où Le récit. Le c'est récit, c'est fabuleux. génial. Et puis apprenons-leur à bricoler, à faire la cuisine, Revenir à la base, en à fait. jardiner, etc. En fait, Mmh. réapprenons les gens aussi à prendre la maîtrise sur leur vie, parce qu'aujourd'hui, on est infoutu de faire quoi que ce soit, ne serait-ce que démonter un lave-linge pour changer une pauvre pièce, on ne sait même plus le faire. Ça me fait marrer. On sait rien faire. Une des dernières interviews que j'ai fait, justement, j'interviewe quelqu'un qui s'occupe d'une ferme pédagogique, et donc il sait tout faire, lui. Il sait tout faire, c'est incroyable. Et je me suis rendu compte à quel point, oh, ouais, il faut que je suis loin de tout ça, et il faudrait que je me remette les mains dans le cambouis. Et je me rends compte que je suis ce que je critique avec cette vie facile, en fait. Et mais c'est ça, enfin, en tant qu'humain, c'est naturel d'aller vers la facilité. Et comme tout est facile, ça demande aujourd'hui presque un effort de se remettre dans des situations difficiles pour revenir aux bases. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que nous, nos polytechniciens, aujourd'hui, à 45 ans, ils retournent élever des chefs dans le Larzac parce que ça les Exactement. saoule leur boulot de surpression intellectuelle et compagnie. Donc, il faut laisser les talents s'exprimer dans tous les domaines. Et moi, je suis désolé, mais quelqu'un qui est venu il n'y a pas longtemps pour de la mécanique à la maison, quand je vois le talent qu'il a et la capacité qu'il a et à trouver en plus des solutions, l'ingéniosité et tout, punaise, mais il vaut 10 patrons du CAC 40, ce mec-là, quoi. Mais ce que je trouve malheureux, c'est que souvent, donc ils sont très très bons dans leur domaine, mais je trouve qu'ils sont terribles pour se vendre, en fait. C'est-à-dire alors effectivement, nous-mêmes, on devrait mieux reconnaître de toute façon ses compétences, qui peuvent être manuelles ou autres, etc. Mais souvent, je suis amené à faire des vidéos pour des artisans, etc. J'en parlais récemment. Les experts, les artisans sont très mauvais pour parler de ce qu'ils font. En fait, pour eux, c'est évident. Donc bon, qu'est-ce que je te dis? Bah, tu fais comme ça, alors que pour moi, c'est un monde, en fait. Ouais. Et ils auraient tout à gagner des fois à aller chercher un petit peu de compétences sur juste la communication un petit peu. Ouais. Et je pense aussi que dans le vivre ensemble en entreprise, ça permet aussi de mieux comprendre les gens qu'on fait travailler. Et donc, régulièrement aussi retourner sur le terrain, enfin là j'extrapole, Bien sûr. mais retourner régulièrement sur le terrain plutôt que juste de donner des directives, comprendre ce que les gens vivent au quotidien, c'est quoi d'avoir les mains dans le cambouis, c'est quoi l'ambiance de travail dans laquelle on est, c'est quoi la difficulté physique aussi de tel ou tel métier et tout. Bah, on reprend pas les mêmes décisions derrière, quoi. On réapprend et on n'est plus simplement derrière un tableur Excel, quoi. On a fait un grand tour. Oui, On a fait un gros... là, je veux dire, on a refait le monde là, On c'est a bien. refait le monde. C'est exactement pour ça que je fais Papa Parle. J'adore ça. Si on va falloir qu'on conclue de toute façon à un moment. Si tu avais une dernière chose à dire, si tu avais éventuellement un conseil à donner à un père entrepreneur,
par rapport à cette voie qu'il prend où, en tant qu'entrepreneur, il va sûrement se mettre de nouvelles difficultés, que être papa, ce sont aussi certaines difficultés, mais aussi des joies. Toi, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience et quels conseils tu pourrais donner? Si le thème, c'est, principalement, même si j'ai l'impression qu'on l'a pas énormément traité, mais sur la paternité, hem, encore une fois, je trouve que ce qui est pas évident, c'est de savoir à quel point on réalise qu'on est père. Mmh. C'est, et donc, à quel moment on endosse cette responsabilité et donc cette générosité aussi de la responsabilité. C'est-à-dire de 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 passer du moi à eux, quoi. Tu Bah, vois? c'est ça, c'est C'est qu'à un moment, enfin, devenir père, en tout cas pour moi, c'est la seule manière quasiment d'expérimenter l'amour inconditionnel ouais, pour une autre personne. ouais. Depuis que je suis papa, quand je vois un enfant, même dans une fiction, souffrir à la télé ou un écran, j'ai du mal à rester en fait. J'ai presque envie de zapper ou de passer à autre chose. Alors qu'avant, voilà, j'ai vu plein de films d'horreur, il y a pas de problème. Mais il y a quelque chose de viscéral, en fait, à un moment. Enfin, je l'ai compris, moi, enfin, j'ai eu la sensation de devenir père avec ce truc-là, où il y a un attachement, il y a quelque chose où, ouais, je pourrais faire plus pour quelqu'un d'autre que pour moi. Mmh. Je vois très bien ce que tu veux dire, en effet, ouais. Et mais en tout cas, sur le conseil, je pense qu'effectivement, heu, encore une fois, je pense qu'on faut pas hésiter à aller voir des gens qui sont en capacité de nous accompagner sur la connaissance de soi et sur le fait de régler, peut-être des choses qu'on a, en soi, pour être plus disponible encore, Ouais, sur, l'éducation de nos propres enfants. Moi, je l'ai vu au tout début, avec le peu de maturité que j'avais, sur, la façon dont j'avais l'impression de transmettre à mes enfants. C'est pas à eux que je parlais, c'était à moi. Je leur foutais la complètement. pression Ouais, sur des trucs. En fait, je leur parlais à moi ou à l'enfant que j'étais exactement. et je leur parlais pas à eux. Donc on leur transmet des trucs qui ne leur appartiennent absolument pas, qui peuvent potentiellement leur créer des déséquilibres, des angoisses, des craintes, des Alors choses qu'ils comme avaient rien ça. demandé à la base. Alors que tout ce que demande un enfant, c'est exactement ce que tu dis, c'est l'amour inconditionnel, se sentir aimé, Mmh, parce que ça crée un sentiment de sécurité énorme qui permet de mieux se développer, mmh. et l'amour de lui-même. Il faut lui apprendre l'amour de lui-même. Voilà. Aime-toi et fais-toi confiance et tu verras, tout ira bien. Et s'il y a le moindre truc, de toute façon, on est là. C'est Voilà. incroyable. Mon deuxième, Adam, 6 ans, hein. Et un soir, on était tous les deux fatigués avec ma femme et nos mots ont dépassé nos pensées. Et, et puis on me dit quand même, on a été un peu rude et tout. On vient le voir, je dis, bon, Adam, on a dit des choses, c'était quand même un peu dur et tout, tu te rappelles? Je dis, oh non, pas trop. Tu sais, on a dit, t'aurais pas dû faire ça. Puis là, c'était nul de faire ça, machin. Je dis, ah oui, 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 mais moi je sais que je suis pas nul, donc c'est bon, hein. Il m'a séché, il m'a vraiment séché et je me repense à moi, je me dis: «Putain quand même, étant gamin, enfin, il y a» c'était Alexandre Astier qui disait ça dans une interview: «Nos enfants, c'est nous plus sains de toute façon. On n'a rien à leur apprendre de particulier, ils sont déjà beaucoup plus loin. On va essayer d'éviter de leur ajouter des valises, des choses comme ça et puis on rattrape quand il y a besoin de Ouais, rattraper ouais, ouais. et voilà, ça va Ouais, bien ouais, comme ça». totalement, totalement. Je sais pas si ça génère un conseil dans ce que je te dis Non, là, mais c'est déjà une mais en belle tout cas, expérience et ouais. un bel échange par rapport à ça. Mais ouais, le rôle de père ou de parent de manière générale, c'est fou, quoi, parce que depuis toujours, depuis toujours. Et pourtant, là, pour le coup, il y a pas de manuel. Et puis on pourra jamais en faire un. Notre Coran, on commence à peu près à le comprendre. Mais alors ce rôle-là, il est vraiment tellement particulier, quoi. Et il est valable pour tout, je pense, hein, d'avoir une bonne estime de soi. Mmh, Heu, pas de l'arrogance, hein, bien sûr. c'est juste une bonne estime de soi, s'aimer, s'aimer au juste niveau. Eh bien, c'est la meilleure façon de se montrer, généreux et disponible intellectuellement pour les autres. Pour ses enfants, pour son épouse, pour ses collaborateurs, pour son entreprise et tout. Et les gens le ressentent après, du coup, on n'est plus en train de gérer une névrose.
Quand tu disais qu'il fallait bien s'entourer, je sais qu'au début, quand je rentrais à la maison, que j'étais présent physiquement, mais pas mentalement, bah, c'est parce qu'il y avait des trucs qui trottaient dans la tête que je n'avais pas pu résoudre. Quand j'ai trouvé les bonnes personnes, j'ai fait appel à certains freelances, employés de telle personne, etc. Bah voilà, ok, ça va être fait, ça va être en place. Je, j'ai fait mon comptant, j'ai l'impression d'avoir terminé quelque chose, je peux rentrer. Mmh. Ça, cette idée-là, en fait, je pense qu'au début, déjà, je gérais très mal mon emploi du temps, etc. Mmh. Et de me dire que, voilà, en fin de journée, il faut que j'ai cette sensation d'avoir terminé quelque chose. Parce que sinon, ça reste toujours ici, là. Ouais. Et c'est terrible et je suis pas complètement présent. Eh bien, merci beaucoup, Vincent. Non, mais je t'en prie. Merci beaucoup pour ce très bon moment. C'était vraiment top. Merci pour ta générosité. Si on veut en savoir plus sur Good, on va chercher où? Il y a le site, j'imagine? goudsanté.fr, Ok. goodsanté.fr, sur le site, et puis ou me faire un petit signe sur LinkedIn, et puis je réponds systématiquement, voilà. Ok. Et donc voilà, prenez soin de vous. Parfait. Ce sera le mot de la fin. Prenez soin de vous. Je vous souhaite. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Bah, une très très bonne santé à tous. Et on se retrouve à un prochain épisode. Ciao.